Merci. Donc, c'est cette fonction-là, elle sera appelée par f. D'accord. Donc, ça nous fait un petit truc un peu compliqué, un minimum. Donc, je l'appelle avec g de n-2. Donc, et j'envoie le résultat. Alors, je numérote les lignes pour savoir où j'en suis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, je suis très... Une parenthèse permanente ici. 13, 14, 15. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me faire le code, s'il vous plaît? vais... Ça fait 4 fois que je le demande. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première fois qu'on appelle f avec 4, ça va diviser par 2, parce qu'on appelle g avec 2. La deuxième fois qu'on appelle f avec la valeur 2, bah, ça va diviser par 0. D'accord? Et ça va faire une erreur. Alors, la séquence d'exécution, c'est donc les lignes qui sont visitées. C'est donc 2, 3, ça va à 13, 14, non, 13, 13, ça va à 9, 10, 14, 4, ça revient à 13, à 9, et là ça plante. Plante et ça affiche l'erreur division par 0. Donc c'est une exception qui est levée. Alors, c'est quoi la pile d'appel? Ben, ça mémorise où est-ce qu'on en est. Donc au début, on est dans le main à la ligne 2. Après, on arrive dans le main à la ligne 3. Et puis dans le main à la ligne 3, on appelle la fonction g. Donc on arrive dans g à la ligne 13. Non, la fonction f, excusez-moi. On arrive à la fonction f. Et donc là, maintenant, dans ma pile d'exécution, j'ai deux environnements, M et F. Oui. F appelle G. Donc on va avoir G à la ligne 9. Et cet appel-là, il marche. D'accord? Donc G revient. On passe à F à la ligne 14. F revient. On avance sur M, sur le main. Et on rappelle F, cette fois-ci, depuis la ligne 5. Et, et puis, donc, F, il rappelle G à la ligne 9, toujours. Et c'est là que ça. Et c'est là que.
ça plante. D'accord. Donc, quand ça plante, on reçoit le message d'erreur. Exception. D'accord. Divide by 0. Un truc dans ce goût-là, quoi. Et après, on a une suite de hâte dans le message d'erreur. C'est comme quand on fait debugger, hein, où il vous dit, il vous lit la pile d'exécution. Où est-ce que ça s'arrête, d'accord. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, d'accord. Donc, il commence par le haut. Donc, c'est plus G, donc ligne 9. D'accord. C'est là il y a l'exception qui s'est déclenchée. F, ligne 13. Et M, main, ligne 5. Donc, on peut savoir que c'est G qui a déclenché l'RC, mais quand elle est appelée par F, d'accord, à la ligne 13, peut-être elle-même appelée par main, à la ligne 5. OK. Maintenant, Oui, OK, d'accord. Alors, maintenant, on va vouloir rattraper les exceptions. Donc, c'était peut-être grand 1 puis de l'appel. Je me sens en rouge. 2, rattraper les exceptions. Donc, ça permet d'indiquer le comportement à adopter en cas d'erreur. Que faire? Spécifier que faire en cas d'exception. Par exemple, ici, je vais enlever les numéros. On peut insérer avant l'appel. Try. Essaye. Donc, interest égale. D'accord. On met le mot-clé try avant. Et après le mot try, on met le mot-clé catch. Et là, on peut essayer de rattraper l'exception. Alors, il faut explicitement préciser quelle est l'expression à rattraper. Donc, arithmetic exception.
parce que c'est une expression arithmétique, division par 0. E. Et là, on peut dire, bon, ben, s'il y a une exception, je vais convenir que le résultat égale 0. Je n'aurais pas vu effacer tout ce truc. Bon, si jamais quelqu'un a se coincer dans la salle d'attente, vous n'avez qu'à me le dire. Je sais pas. Parce que je vois qu'aujourd'hui, personne n'a envie de gérer ça. Donc, ben, c'est le dernier cours, je le gère moi. J'essaye. Donc là, ici, il ne va pas planter. Quand il y a le deuxième appel qui plante, il ne va pas s'arrêter au moment de diviser par 0. D'accord. Après cette ligne-là, le contrôle va être directement passé à ce qu'il y a dans le catch. D'accord. Et au lieu que le programme plante, eh bien, on va mettre 0 dans res. Je réécris ça un peu plus propre. J'écris try interest égale f de 2 catch arithmetic exception. Le programme main, il va là, il va là, il va là. Il plante. Eh bien non, il ne plante pas. D'accord? Parce que l'exception est rattrapée. Parce qu'au moment de l'appel, lorsqu'on a appelé F, c'est-à-dire il y a longtemps, hein, ce n'est pas quand on a appelé G depuis F, c'est quand on a appelé F depuis main. On a dit méfiance. Je sais que F va appeler G qui peut diviser par 0. Je prévois ça. D'accord? Et donc, je fais un catch arithmetic exception. Et si jamais il y a l'exception, je mets res égale 0. Try, catch, le type de l'erreur. Si au lieu de mettre arithmétique expression, j'avais mis classe catch cast exception, une erreur de transtypage, et eh ben ça ne me l'aurait pas pris. D'accord. Alors je peux mettre les deux. Je peux mettre un catch comme ça, et puis je peux mettre un autre catch après. D'accord, catch arithmétique exception. Ouais, c'est égal 0. Dans ce cas-là, mon reste, il va valoir 0, parce que c'est cette erreur-là qui est levée, c'est pas celle-là. Donc, je peux rattraper différents types d'erreurs. Et s'il y a une erreur qui arrive et qui ne correspond pas à ces deux erreurs-là, ben, l'exécution plante. Il y a donc plusieurs types d'erreurs, plusieurs types d'exceptions, excusez-moi. Ah, il y a plusieurs types d'exceptions. Ben oui, parce qu'en fait, les exceptions sont des objets qui appartiennent à des classes. On va voir maintenant la hiérarchie
des exceptions. Donc, une exception. Elles héritent tous d'une classe qui s'appelle throwable. C'est-à-dire qui peut être lancé. Throwable hérite de objet. Après, il y en a deux sous-classes. Il y a erreur qui correspondent qui sont liées à l'environnement d'exécution. Je suis en train de faire un diagramme de classe à l'environnement. D'accord. C'est-à-dire que Java n'arrive pas à exécuter le programme parce que son environnement n'arrive pas à suivre. Bon, il y en a deux que je donne dans mon cours. Il y a Stack Overflow Error. Ça, c'est quand vous avez une fonction qui se rappelle elle-même. Évidemment, la pile grandit, elle devient trop grosse. Stack Overflow. Il y a aussi Out of Memory. Ça, c'est quand le tas, ce qu'on appelle le tas, un problème de mémoire sur le tas. Ça, c'est un problème de mémoire sur la pile. Appel récursif, c'est un problème de mémoire sur le tas. Le tas, c'est là où vous allouez vos objets lorsque vous créez un objet. Lorsque vous créez un objet, il faut bien qu'il soit quelque part, cet objet. C'est dans le tas. La mémoire est divisée en d'un côté une pile, de l'autre côté le tas. Les deux peuvent merder. Donc, de mémoire. Alors, ces erreurs-là, vous ne pouvez pas les rattraper. Parce que de toute façon, ça ne va plus marcher. On va s'arrêter forcément. Ce n'est pas des exceptions, c'est des erreurs. Elles sont lancées, mais on ne peut pas les rattraper. Et puis, vous avez des exceptions qui, elles, comme ça ne dérange pas Java, il peut quand même continuer à s'exécuter. Ça, c'est des classes. Donc, vous avez trois types d'exceptions. Les runtime exception, runtime exception, exception. Alors, la plus connue, c'est les erreurs de programmation. Bon. Opération licite. Runtime, c'est les opérations licites. Illicite, interdit. Donc, vous avez le plus célèbre, c'est null pointer exception. Bon, je ne dis pas exception à chaque fois, ça me gonfle. Hein, c'est quand vous avez un pointeur qui vaut nul, qui est une valeur spéciale, 0, ça veut dire que l'objet n'est pas loué en fait. Après, il y a arithmetic exception.
Vous essayez de diviser par 0. Après, il y a array index out of bound. Index out of bound. Bon, array index out of bound. Vous essayez de index out of bound. D'accord. Et puis class cast. Donc, c'est quand vous essayez de transtyper et que ça ne marche pas. Vous essayez de transtyper d'un type vers un sous-type. Et en fait, ce n'est pas le bon type comme ça. Ça correspond au cours qu'on a vu la semaine dernière. Après, vous avez IO exception. Ça, c'est quand vous essayez d'ouvrir un fichier qui ne trouve pas, en fait. Ouverture de fichier inexistant. Ouverture de fichier inexistant. Inexistant. Alors, la dernière catégorie, c'est la plus importante, c'est vos exceptions. On peut soi-même définir ses propres exceptions. Je vais le mettre en rouge. Vos exceptions. Voilà ce qu'il faut retenir. Bon, il y a deux façons de créer un throwable. On peut faire new throwable. Alors oui, ce sont des classes, il faut les créer. Une exception, c'est un objet. Il faut donc toujours faire un new runtime exception avec des parenthèses. New throwable. Il y a deux constructeurs. Il y a le constructeur sans rien et il y a le constructeur avec un message. Donc, vous pouvez toujours choisir quand vous créez votre exception d'enregistrer un message qu'après on va récupérer avec getMessage. Message stocké comme attribut de l'exception. L'exception récupérée par getMessage. La méthode getMessage. Voilà. J'ai voulu faire ça un peu mieux. J'aurais dû mettre ici getMessage. String. Il vise. De temps en temps, j'entends quelqu'un qui parle. Donc, comme toutes les exceptions que vous allez définir héritent de ce throwable, ben, toutes peuvent avoir un message. Et s'il y a un message dedans, il va s'afficher. Donc, en fait, quand ben, par exemple, le message qui s'affiche ici, divide by 0, ben, ça va être le message qui est stocké dans le throwable, je suppose.
Alors, vous avez deux types. Ces exceptions se divisent en deux types de cette façon-là. Ça, c'est vraiment des erreurs. C'est considéré comme des erreurs. Erreurs de programmation. Erreurs de programmation, d'accord. Relativement fréquentes. Donc, erreur parce qu'une fonction, une méthode qui boucle, une fonction qui s'appelle elle-même. Erreur parce qu'il y a une boucle infinie et on ne libère pas la mémoire. Erreur parce qu'on a fait toutes ces conneries. Donc, elles peuvent survenir n'importe quand. Elles peuvent survenir tout le temps. Quelque part, c'est souvent quand on fait ces erreurs. Donc, on ne s'amuse pas à les traquer, à les surveiller. D'accord. Des erreurs communes. Et donc, pour ça, on dit qu'elles sont unchecked, hors contrôle. Unchecked, c'est le mot anglais qui veut dire hors contrôle. Hors contrôle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de les rattraper. D'accord. Tandis que les exceptions IO et vos exceptions, elles, c'est checked. Sous contrôle. C'est-à-dire qu'on va être obligé de la rattraper. Ces exceptions. Vous êtes obligé de les rattraper. Obligé de rattraper. Ouais. Et puis, ce ne sont pas forcément des erreurs. D'accord. On peut programmer avec ces expressions parce que c'est assez puissant. Ce qu'on fera en TD la semaine prochaine, enfin la semaine de la rentrée des vacances. On va programmer avec des exceptions. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les exceptions comme une méthode de programmation pour serrer les boulons, quoi. On utilise ça vraiment pour programmer. C'est marrant. Alors, ça veut dire quoi qu'on les rattrapé? Enfin, quand je dis rattraper, j'exagère, faut les citer, d'accord? Faut les citer. C'est-à-dire que si vous appelez, si on appelle une méthode, si une méthode, si M1 appelle M2, c'est des méthodes, et M2 lance une exception, déclenche E, alors M1 dans son en-tête, dans l'en-tête de M1, quand vous déclarez M1, vous dites qu'elle peut déclencher les exceptions. Il doit dire throw E.
Parce que M1 appelle M2 et M2 peut lancer l'expression. Bah, M1 doit dire bah, M2 aussi. Hein. Bah, M2 aussi, bien sûr. Alors, c'est throws avec un S, c'est la troisième personne du singulier en anglais. Il faut dire si vous déclarez une exception. D'accord. Ok, donc on peut jouer avec les exceptions. C'est sans doute une bonne méthode. Une bonne idée. Alors maintenant, on va voir comment déclarer les exceptions, définir, déclarer et lever les exceptions. On a vu. Donc là, on a vu que on a vu qu'on pouvait déclarer les exceptions. Bah, faisons-le. Unchecked. Checked. Non. Ça c'est valable si E est checked. Si c'est une expression, si c'est une exception que vous avez déclarée ou si c'est une exception donc entrée-sortie. Ok, donc le 4, définir, déclarer. Ben, définir et utiliser des exceptions. Ses propres exceptions. On considère donc une classe qui implémente les nombres entiers. Donc, je vais l'écrire là. Je vais m'en servir de cette classe. Je vais l'écrire en gros. Donc, une classe pour... Alors, c'est très bête, hein, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour illustrer le cours. Donc, elle a un entier qu'on appelle nombre. Et puis, une méthode pour l'envoyer. Integer get number. Qui renvoie. Vecteur nombre. Une méthode pour le positionner. 7 nombres. Qui prend un integer qui le met un setter, quoi. Et qui le met dans l'attribut. Et puis un constructeur qui prend un nombre qui le met dans l'attribut en appelant cette nombre. Donc après, ok. Magnifique. Alors, on va introduire des descriptions.
exceptions, je vais devenir plus compliquées au fur et à mesure. Donc, au début, j'ai juste une exception. Qui étant ma classe exception. Je trouve dans l'endroit où je peux étendre. Donc, j'ai la classe exception. J'ai les IO, j'ai les runtime. Et je me définis une sous-classe NAT exception. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est juste un NAT exception de base. D'accord. J'écris classe NAT exception. Extend. Extends exception. Puis je mets rien dedans. Alors maintenant, je vais pouvoir l'utiliser, cette exception, pour, si jamais, quand je positionne le nombre, mon nombre, il n'est pas positif, parce que je veux que ce soit positif. Hein. C'est ça le truc. Donc, si jamais mon nombre n'est pas positif, ben, je vais pouvoir déclencher l'exception. Il faut que je la crée. Il faut que j'écrive new et après le nom de la classe. Je crée un objet. Parce qu'il pourrait y avoir des attributs, il pourrait y avoir plein de trucs dans l'exception. On va en mettre. Il y a le message déjà pour commencer. La méthode setNombre peut déclencher l'exception. Donc, il faut que je le dise dans l'entête. Dans l'entête de la méthode, il faut que je dise, gaffez-vous, là, cette méthode-là, elle peut déclencher une exception. Throws, not exception. C'est avec un magique. Donc, je suis entre une nouvelle table. Mais le constructeur de NAT, bah, lui aussi, il peut déclencher l'instruction. Pourquoi? Parce qu'il appelle une méthode qui peut déclencher l'instruction. Ah bah, lui aussi, il doit dire qu'il peut déclencher l'instruction. Il faut qu'il signale ça. C'est des exceptions qui sont checked. Elles sont sous contrôle. À chaque fois que potentiellement on appelle du code qui peut les déclencher, il faut le dire dans la signature même. D'accord? Qu'on sache que c'est possible qu'une exception soit lancée. Pour éventuellement la rattraper. Bon. On commence à entrer dans le sujet. Alors, on a déclaré une exception, une classe exception. On a levé une exception. Maintenant, on va voir comment rattraper une exception. Avec try catch.
si on rattrape l'exception, c'est la méthode qui déclenche l'exception, la rattrape. Elle n'a pas besoin de déclarer la signature. D'accord. Donc, je peux virer celle de la signature si je rattrape l'exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où j'appelle cet nombre, je ne fais pas un vulgaire cet nombre. Je ne fais pas un vulgaire appel, je fais un try avant. D'accord. Et dans le try, là, il y a l'appel qui est susceptible de déclencher l'extraction. Et après le try, là, il y a le code qui va rattraper l'exception. Donc, il faut mentionner là le type de l'exception. C'est quoi le type de l'exception? C'est la classe. D'accord, ça c'est une classe throwable. Bon. Donc, quand il y a une exception qui est levée par cet nombre, ben Java, il sait qu'il y a un contexte englobant qui a prévu de la rattraper, qui a prévu de rattraper l'exception. Il regarde le type de l'expression qui est levée, il compare avec l'exception qui a rattrapée, il dit ah ouais, c'est bien un sous-type. Alors, il va exécuter le code qui est là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme code ici? Ben, un code qui essaie de faire un truc qui a du sens, de rattraper c'est-à-dire de faire un bricolage qui tient la route. Là, en l'occurrence, on veut que ce soit sur plus grand que 0. Hein. On va dire ben, c'est plus grand ou égal. On va dire si c'est plus petit que 0, ben, on va le mettre à 0. D'accord. Donc là, dans le catch, on décide que n est à 0. Non, il s'appelle nombre. Il s'appelle nombre. On décide que si jamais on essaye de créer un entier naturel strictement négatif, ben, on met à 0. D'accord. On a rattrapé l'erreur. Comment on rattrape l'erreur? Plus besoin de le dire. La métaphore de Thibaut, c'est si votre petit frère a cassé un vase sous votre surveillance, mais que vous avez pu le réparer ou le remplacer avant le retour des parents, pas besoin de le raconter. Avant, on disait aux parents il y avait possiblement une exception. Là, comme on le rattrape, il n'y a pas besoin de le dire. L'exception, elle est gérée. Elle est levée, mais elle est gérée aussi. Donc, ça va, on ne dit pas. Vous comprenez l'idée? Parce que ça, c'est plus dans la signature, parce que quiconque appelle Nat, il n'a pas besoin de savoir qu'il y a une exception qui va être levée, puisqu'il est rattrapé direct. Il aura besoin de savoir si jamais il se prenait sur la gueule une exception. Parce qu'alors, lui, il faudrait qu'il la gère, éventuellement. Il faudrait qu'il accepte le fait que cet appel est dangereux. Quoi. Il peut stopper le programme. Alors maintenant, on va faire des choses un peu plus compliquées. On va introduire des exceptions dans notre classe, des attributs. On va
on va faire une hiérarchie. Notre exception, toute simple, on va définir deux sous-classes. La classe nulle not exception. Qui est déclenchée lorsque on essaie de créer un. On va passer un argument nul, d'accord, est égal strictement négatif, négatif. Neg. Not exception. Qui est déclenché si on passe un nombre négatif. Et là, on se dit, ben, dans le fond, si jamais on passe négatif, on pourrait essayer de mémoriser c'est quoi ce nombre. D'accord? Ça, c'est le nombre négatif, en l'occurrence. Donc, c'est à partir du constructeur. Il va être envoyé par getN. getN, c'est une méthode publique qui va renvoyer l'attribut. D'accord? Et quand on va faire, quand on va construire une negdate exception, là, on va passer l'entier qui a déclenché l'exception qui était négatif. D'accord? Le constructeur. De l'exception va utiliser un paramètre integer n et il va mesurer cette valeur dans son attribut qui était prévu à cet effet. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant les exceptions sont des classes, parce qu'on peut stocker tout un tas de trucs là-dedans qu'on pourra utiliser ensuite pour rattraper l'exception. Donc, grâce à ça, on peut maintenant faire des choses plus précises. D'accord. Ici, on peut dire throw new negnat expression de n. D'accord, donc on mémorise l'entier n. Et avant ça, on peut stocker. Avant ça, ouais, il faut mettre avant parce que if avant, on peut tester if n égale nul. Là, on va déclencher l'instruction nulle, d'accord? New, il faut créer l'exception. Nul, nat, exception. À chaque fois, j'ai oublié de mettre un C. Il y a un C après le exception. Bon. Else. Eh ben, else, cet nombre de. Alors, si on met cet nombre, il va falloir encore remettre. Si j'appelle cet nombre de n, ça peut marcher en fait. Pourquoi? Parce que. Attendez. Bon, je.
je dirais ça plutôt. C'est plutôt compliqué pour l'instant. Ici, on va plutôt 10 pour un nombre égal à n. Parce que sinon c'est récursif. Ok. Alors, on peut préciser ici. Alors, attendez, je fais les choses dans un certain ordre. On peut vouloir rattraper une exception et pas l'autre. D'accord? Dans le constructeur, ici, c'est l'exception négative qu'on rattrape. D'accord? Attendez. Oui, voilà. On essaye de faire 7 nombres. Et si jamais le nombre est négatif, on dit qu'il est égal à 0. D'accord? Mais si jamais, là, on n'a pas rattrapé toutes les nattes exceptions possibles. On a rattrapé que l'exception si c'est négatif. Donc, il y a des exceptions qui ne sont pas quatrées. Donc, ici, il faut toujours qu'on indique que parce que natte exception, ça peut être une nulle natte exception ou une nette natte exception. On rattrape celle-là et pas celle-là. On ne la rattrape pas toutes. Ici, il faudra à ce moment-là remettre ici throw natte exception. Maintenant, on en rattrape quand même une sorte. Donc, on a envie d'être plus précis. On a envie de dire que le constructeur, lui, ce qu'il peut lever comme exception, c'est les nuls. Les autres, il les gère. Les neg, il les gère, mais pas les nuls. Donc, on a envie d'écrire ça. Car celles-là, elles vont pas être gérées. Donc, on va remonter à l'appelant, à la personne qui a construit un naturel avec un entier nul. Mais l'autre, elle va être gérée ici. Et pour ça, ce qu'il faut dire sur cet nombre, c'est que il y a deux exceptions possibles. C'est negnat et nullnat. Il faut dire explicitement qu'il y a deux types d'exceptions qui peuvent être levées. Nullnat exception et negnat exception. D'accord. Vous dites qu'il y a que les deux peuvent être levés. Effectivement, là, il y en a une qui est levée, là, il y a l'autre qui est levée. D'accord. Donc là, le compilateur Java, il va être capable de voir que celle-là, elle est gérée, mais pas celle-là. Donc, il va être content. Parce que celle-là, elle est déclenchée. On prévient dans la signature qu'elle peut être levée, mais pas l'autre. Alors, une chose un peu plus complexe.
au moment de rattraper, au rattrapage d'une exception, on peut lever notre exception. Lever à nouveau une exception. Parce qu'il y a du code. Donc ce code peut aussi relever une exception. Dans ces cas-là, il faudra remettre le throw. Donc, par exemple, ici, au lieu de décider qu'on met un 0, on va relancer une exception en disant throw new not exception. Là, on va mettre avec un message. Là, on met le message, d'accord. Négative init. Et là, on utilise l'attribut e.getEl. On utilise les attributs d'exception pour faire un message clair. Admit. Donc, comme l'exception NAT est relevée ici, il va falloir la mettre là, d'accord? On va la mettre là. Et on peut faire le catch aussi du nul NAT exception. Et là, faire le throw notre expression, d'accord, de init avec nul. D'accord, donc on revient à notre exception qui était un ancêtre de ces deux-là, mais en mettant un message différent pour les sous-classes. D'accord? C'est-à-dire que là, on met un message, on a ici c'est nul, là, on a un message. La clause finale. Moi, je rappelle ici ça. Le mot-clé finally. Finally. Donc, souvent, les exceptions, elles ont lieu parce que on ouvre un fichier. D'accord? Donc, on stream flux. New file input stream. Non, je sais pas ça. J'ouvre un fichier pour lire dans caractère par caractère, je pense. Flux. OK, bon. Après, je fais un traitement sur mon flux. Traiter flux. De flux, de ce flux-là. Et puis, quand j'ai fini mon traitement, je ferme ce flux. Et puis, comme j'ai ouvert un truc, comme il se fait l'entrée-sortie,
il y a une exception, on imagine qu'il y a une exception qui est levée par traité flux, une exception qui est sortie. Donc, je la rattrape. Exception E. Je vais arriver à l'expression, je fais un truc. Donc, si jamais traité flux lève cette exception, ben, je vais pouvoir la gérer. Donc ça, j'imagine que c'est une méthode qui s'appelle lecture. Lecture qui prend donc un nom de fichier. OK. Donc là, le problème, c'est que si l'exception arrive dans le traité flux, on ne va pas fermer le fichier, ce n'est pas propre. On a envie de le fermer. Donc éventuellement, on peut aussi essayer d'écrire flux.close dans le cache. D'accord. Après, on se dit, bah, tiens, on ferme le fichier si les choses se passent bien. On ferme le fichier si une exception est détectée dans le traité flux. Autant factoriser le code. Je le vire là. Je le vire là. Je le mets à la suite. D'accord, ce sera exécuté dans les deux cas. Si l'exception, ce sera exécuté après le catch. S'il n'y a pas d'exception, bah, ce sera exécuté aussi après le try. Mais maintenant, ce qui peut se passer, c'est que traité flux et si traité flux lève une exception autre, un autre type d'exception. D'accord. Illégal argument d'exception. Bon. Donc, par exemple, illégal argument. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Je recopie un peu mon cours là, ça ne fait pas sérieux. Et que cette exception soit rappelée par l'appelant, soit rattrapée par l'appelant, par celui qui appelle la lecture. Lecture, c'est d'autres méthodes maintenant. Ah. Donc, je suis parti pour effacer ça. Donc, on imagine qu'il y a une méthode main
un main, un public static main, qui appelle lecture. Travaille avec, par exemple, le arc de 0. C'est l'argument sur une de commun. Souvent, on spécifie des noms de fichiers, avec ce truc-là, justement. Et donc, comme cet appel de méthode peut déclencher plusieurs types d'exceptions, il le rattrape ici. Il égale l'argument. Exception. Là, il fait le code qui rattrape l'exception. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Que va être le problème là? Traité flux va être interrompu, mais l'exception ne va pas être rattrapée ici. Elle va être rattrapée plus haut dans la pile d'appel, par l'appelant de lecture, par main. D'accord? C'est lui qui rattrape l'exception. Du coup, tout ce qui s'exécute après, le catch ne sera pas exécuté, et puis ça non plus, d'accord? Il y a une interruption. L'exception, c'est ça, l'exception, c'est que le code s'arrête. Le code va reprendre au catch du main, et après, c'est ce qui suit dans le main, d'accord? Mais lecture, on n'a plus rien à cirer de lecture. Donc, la fermeture de fichier ne va pas se faire. C'est pas propre. Or, justement, quand on veut attraper ces exceptions, on va faire les trucs propres de façon à ce que ça continue de s'exécuter, même si il s'est passé un truc un peu imprévisible. Ça, c'est hyper important, entre guillemets. Parce que souvent, quand on fait des trucs bizarres sur un logiciel, on n'a pas envie que ça s'arrête d'exécuter. On a envie que ça puisse quand même continuer. Éventuellement, il y a un truc bizarre qui apparaît, mais ça continue. Ça se passe souvent, ça. Donc, par exemple, quand j'écris sur mon iPad trop vite, ça fait des bavures, mais ça fait des traits bizarres, mais ça ne s'arrête pas. Le programme ne plante pas, quoi. Si le programme plante, on perd toutes ces données, c'est chiant, quoi. Bon, on n'a pas envie que ça plante, quoi. Ça repart de façon la meilleure possible. Donc, on a envie de fermer le fichier, enfin, on a envie de faire une chose. Alors, pour ça, il y a la clause finally. Ici, le flux.close, on va l'écrire dans fin, avec le mot-clé finally juste avant. D'accord. Ça va garantir que c'est en relation avec le try. On essaie d'exécuter un code qui déclenche des exceptions. L'exception est levée, qui est différente de celle-là. Le finally va quand même se faire. Dans quel ordre? Il y a 3 cas. Je fais en bleu, le marqueur. Dans quel ordre le finally? Alors, on imagine, il n'y a pas d'exception levée dans ce flux.
Donc, la syntaxe, c'est try catch finally. Try code 1. Catch. Donc, type expression, type exception, code 2. Finally, code 3. Voilà, c'est la syntaxe générale. Donc, si code 1 ne déclenche pas l'exception, alors, code 3 s'exécute juste après là. Si code 1 déclenche une exception type pression, une exception, celle-là, celle qui est attrapée. Alors, code 1 s'interrompt, hein, bien sûr, donc on exécute. Après code 1 interrompu, code 1 interrompu, on exécute. Code 2 et code 3, on gère l'expression. Code 2, code 3. On commence par gérer l'expression qui a été interrompue. Après, on fait le finally. Maintenant, le dernier cas, c'est code 1 déclenche une exception mais qui est rattrapée au-delà. Qui est rattrapée par l'appelant, par le main. Rattrapée antérieure. Je sais pas comment dire, par le contexte. Le contexte englobant. Ça vous parle, ça? Par le même, quoi. Celui qui appelle lecture. Alors. On commence par exécuter code 3. On fait d'abord le finally. On fait tout de suite le finally. Moi, je mets en rouge. On fait le code 3. Avant de passer la main au catch englobant. Comme ça. Donc, le code 3, il est toujours exécuté. On est sûr que, quoi qu'il arrive, même si l'exception est levée ici ou ailleurs, ben, on fera le close du fichier.
Ah, j'ai pas regardé le. Oui, c'est ça, le code 3 est toujours exécuté. Merci Julien. Merci Julien pour cette participation. Bon. Donc, on peut faire des tries sans catch aussi, en fait. C'est le dernier truc. Dernière financerie. Je vous explique. Quand on regarde le cours sur réception, ça paraît un peu inutile, artificiel. Mais quand on va faire le TD la semaine de la rentrée, après les vacances, je pense que vous allez trouver ça très élégant. Enfin, vous allez comprendre avec le TD que c'est très sympa en fait, l'exception. Ça permet de faire une programmation très clean, de programmer des trucs qui seraient sinon difficiles à faire. J'espère que vous serez convaincus. Donc, on peut faire des tries finalistes sans catch. Parce que les catch sont un brick, d'accord? Alors, dans le try, on fait un try. Bon, on fait un try dans le try. Donc, je rajoute un try ici. Je le mets en bleu. Et là, je mets tout de suite le finally ici. Et le catch, je vais le mettre. Après. Donc, je fais un try finally, catch. Try finally et catch. Donc, l'avantage, c'est que en plus, il se peut que le flux de close génère des exceptions. Qu'on va pouvoir en plus rattraper ici. D'accord. On peut rattraper les exceptions générées par la clause finally. Bon, je vous avoue que j'ai du mal à suivre aussi, voilà. Donc, il ne faut pas que ça vous inquiète. Oui, c'est logique. Hein. Le finally, c'est logique de le mettre le plus près dès qu'on a fini de traiter le flux. Puis c'est logique aussi de penser que la clause finally elle-même peut déclencher des exceptions qu'on a envie de rattraper. Comme on la met avant, elle sera rattrapée après. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours sur les exceptions? Donc, on va faire un TP sur les emplois du temps. Avec, pour réserver des créneaux de cours, on va considérer différents types d'exceptions. Des exceptions où le créneau n'est pas valide parce que il commence à 10 heures et il finit à 9 heures, il finit une heure plus tôt. Ou alors, il commence le vendredi soir et il finit le lundi matin. Il y a dimanche dedans. Il y a différentes façons d'être invalide.
Et puis, on va voir aussi des exceptions. On va construire l'emploi du temps. Ça va faire des trucs assez compliqués avec des exceptions. Et grâce au fait qu'on utilise des exceptions, ben, on pourra en donner une programmation assez simple. Voilà. Je vais essayer de mettre ça en forme pour la rentrée. Le projet, c'était la semaine dernière. Depuis le Monsieur Dedecker, depuis le début de l'année, je fais le cours la semaine précédente, le TP, parce qu'il y a des gens qui ont TP ou TD à 10h30 le lundi, malheureusement. L'année prochaine, je changerai ça. Cette année, je suis obligé de faire comme ça. Donc, la semaine dernière, il y avait le cours sur le projet, enregistré, si vous n'étiez pas là. Et là, maintenant, ça va être le TP projet. Dans le TP projet, vous allez poser vos questions, si vous en avez. Après, je laisse un peu libre. Ça, vous commencez à programmer pendant la séance. Mais moi, je pense que c'est mieux d'en tirer parti en mettant en point le diagramme des classes de tout le projet. J'ai commencé à faire ça l'an dernier. J'ai pris cette initiative. Et je pense que ça vous aide beaucoup. Puis comme vous êtes à distance, vous avez du mal. D'accord. Donc, il s'agit de définir le diagramme de classe de tout le projet, c'est-à-dire le diagramme de classe. C'est ce truc-là que j'ai fait. Et si vous voulez le deviner, c'est pas le prof de ce truc-là. C'est compliqué. Je garde le suspense. Donc, non, ça marche pas. Vous voyez, ça permet de raisonner de façon abstraite. Qui c'est qui utilise quoi et où est-ce qu'il y a des interfaces, tout ça. Et tant que vous avez ça clair dans votre esprit, après, de programmer, ça va tout seul, quoi. Ça lève tous les obstacles potentiels. Hiérarchie de classe, tout ça. Voilà. Bon. Donc, mon idée, c'est que vous n'ayez plus d'obstacles ensuite majeurs. C'est plus de la pratique de Java. Et puis aussi, mon idée, c'est que vous fassiez du génie logiciel, quoi. Pas de la programmation dégueulasse où vous partez au petit bonheur de la chance sans savoir où vous allez, quoi. Vous avez une vue d'ensemble avant de commencer à programmer. Et je vous assure que cette notion de diagramme de classe, avec des associations aussi, permet vraiment de présenter toute l'architecture de votre logiciel de façon concise et c'est jouissif, c'est agréable. C'est agréable. Voilà. Question. On a plus de 41 sur 120, ça commence à... Ouais. Ça devient de plus en plus dur le distanciel à la fin de l'année. La semaine de la rentrée, on a un TD exception, on n'a plus de cours. Je fais un soutien pour le rattrapage, l'examen de rattrapage. Je n'en fais pas pour l'examen. La raison, c'est que j'ai pas de... J'ai des annales d'anciens profs, mais moi, je fais des annales un peu différentes. Je fais des examens un peu différents de lui, donc ce n'est pas très utile pour vous de préparer à l'examen que je fais moi sur les annales d'un autre prof. C'est pour ça que je préfère faire un soutien pour le rattrapage où là, ben, j'aurai l'examen, on pourra faire l'examen ensemble avec ceux qui ont raté l'examen.